Bien, je vous souhaite la bienvenue donc au forum de la bibliothèque laboratoire. Pour cette rencontre consacrée à Carl Schmitt, je remercie les auteurs de leur présence et en particulier Augustin Simard qui vient de Montréal, pas que pour cette rencontre, mais en partie pour cette rencontre. Et je laisse la parole au professeur Daniel Meyer que je remercie également pour sa part active dans cette rencontre. Merci beaucoup. J'ai le plaisir donc d'animer cette soirée, enfin de prendre du moins la parole en début de soirée pour deux fonctions précises, à savoir d'une part, cadrer quelque peu la pensée de Carl Schmitt, à savoir de sa naissance jusqu'à sa mort et son influence actuelle. Et après, je vais présenter les intervenants de ce soir, puis passer au débat actuel sur les deux traductions qui nous réunissent aujourd'hui. Alors, Carl Schmitt est né en 1888, comme vous le savez, la même année que d'autres figures novatrices de la modernité, comme Georges Bernanos, Fernando Pessoa, T.S. Eliot, Raymond Chandler, Giorgio de Chirico et Harpo Marx. En 1889, l'année suivante, naissent deux philosophes aux options contradictoires, d'une part Martin Heidegger et d'autre part Ludwig Wittgenstein. Et la même année, à savoir 1889, un an après la naissance de Carl Schmitt, naît également Adolf Hitler. Ça pour déjà vous situer un certain contexte générationnel, cette dimension générationnelle n'étant pas sans importance pour les intellectuels de cette époque. En 1889 est également né Charlie Chaplin. Alors, je retrace très grossièrement le parcours intellectuel de Carl Schmitt, en commençant par ses études, qui commencent en 1907, des études de droit à Berlin, puis à Munich, et enfin et surtout à Strasbourg, où il fait sa thèse, il soutient sa thèse en 1910, habilitation en 1916. Et il enseigne à Strasbourg jusqu'à la fin, donc à l'effondrement du Reich allemand en 1918, lorsque l'université allemande est dissoute. De 1919 à 1921, il enseigne à Munich et obtient en 1921 une chaire de professeur à Greifswald, puis dans la foulée à Bonn, où il reste jusqu'en 1928, où il devient une figure importante du droit allemand, pour rejoindre en 1928 Berlin. Sans intérêt. En 1928, en tous les cas, il fréquente les milieux politiques et une influence substantielle sur l'évolution politique des derniers instants de la République de Weimar. Son parcours intellectuel sous la République de Weimar ne se résume pas au droit en général et à la théorie constitutionnelle en particulier. C'est là qu'on peut déjà se poser la question de la spécificité de Carl Schmitt dans le paysage intellectuel de cette époque. Cette première spécificité pourrait être le lien intime qu'il situe entre droit et politique. C'est l'objet du débat ce soir. Donc il se distingue aussi en philosophie politique. Là, on pourrait se poser la question d'une seconde spécificité propre à Carl Schmitt, à savoir l'extension du champ de la politique aux politiques. Mais cette spécificité schmittienne peut être assez rapidement remise en question, puisque d'autres figures intellectuelles comme Ernst Bloch procèdent à ce même type d'extension de la notion de politique à cette époque. Il a aussi une influence plus proche, d'accord, très bien, pardon. C'est difficile à juger ce genre de choses. Très bien. Donc, il a également un certain impact dans ce qu'on appelle l'histoire des idées, à savoir ma discipline propre, puisque j'ai oublié de me présenter, je crois. Je suis professeur en histoire des idées allemandes à l'université de Paris-Est-Créteil. Et c'est à ce titre-là que j'interviens ici en tant que spécialiste de l'histoire des idées de la République de Weimar. Donc, en histoire des idées, avec un ouvrage important sur le romantisme politique, ou certaines catégories fondamentales avec lesquelles d'ailleurs Carl Schmitt va être jugé lui-même tout au long de sa vie, apparaissent. Alors, en ce qui concerne les contextes et les origines, il y a une double origine. Il fréquente les milieux artistiques de Munich, ce qui confère un ancrage contemporain très appuyé à sa pensée. Il restera toujours sensible aux subtiles déclinaisons paradoxales de la modernité. Mais ce qui frappe chez Schmitt aussi, pour moi en tous les cas en tant qu'historien des idées, est la conscience aiguë, très aiguë de l'historicité du discours, tout comme sa prodigieuse érudition. C'est là le point où le caractère typique de Schmitt apparaît, à la fois dans son originalité et dans sa représentativité. À savoir, il y a chez Schmitt, ce qu'on peut appeler aisément, un héritage de l'historisme allemand, juridique, qui perçoit dans l'historisme, à l'issue de la Première Guerre mondiale,
une crise des valeurs dans la mesure où la perspective ou l'historicisation radicale du devenir mène à une remise en question fondamentale des valeurs. Alors ce n'est pas uniquement à l'issue de la Première Guerre mondiale que ce phénomène pointe, mais il est assez vif à cette époque-là, et la réaction qu'a Carl Schmitt, enfin, la manière dont il tente de saisir ce problème de l'historisme, ce relativisme radical, est ce qu'on appelle, ce qu'il appelle lui-même d'ailleurs le décisionnisme. Il applique lui-même au champ. Donc pas une construction ou un système éthique ou de normes objectives qui pourraient être, comment dire, avoir une valeur supra-temporelle. Hein, et en cette mesure, le décisionnisme de Carl Schmitt est aussi également un discours chryséologique. Il lie ce décisionnisme à cette crise du relativisme historique, à une tendance fondamentale, à savoir la mise en récit de l'histoire, plus particulièrement une forme de déclinisme, qui est mode, une conception carologique de ce déclin, à savoir maintenant il faut agir pour inverser cette situation de crise absolue, où la catastrophe absolue va arriver. Alors, ce type de configuration intellectuelle ne décrit pas uniquement Schmitt, décrit également la pensée, par exemple, de Martin Heidegger de cette époque-là, me semble-t-il. Mais là encore, c'est évidemment un débat à savoir à quel point la spécificité de Carl Schmitt est typique de son époque. Mais là, nous reviendrons peut-être aussi sur ce point-là à l'occasion des deux traductions. Alors, les concepts centraux durant la République de Weimar de Carl Schmitt sont extrêmement célèbres. Hein. Vous avez l'état d'exception, évidemment, qu'il développe dans la politische Theologie, notamment de 1922. L'opposition ami-ennemi qu'il développe dans Der Begriff des Politischen de 1927. Alors, il y a différentes versions de ce texte célèbre, donc, traduit en français la notion de politique. Et enfin, l'opposition entre démocratie et libéralisme, à savoir l'impossibilité, selon Schmitt, de penser une démocratie libérale. Schmitt refuse le caractère délibératif du discours politique. Voyons une fiction. Alors, donc vous l'avez compris, Carl Schmitt se situe politiquement sur la droite, même l'extrême droite du spectre politique, avec comme idéal à cette époque-là le fascisme italien. Comme beaucoup d'autres intellectuels antilibéraux, le mouvement dirigé par Adolf Hitler ne correspond pas nécessairement ou pleinement aux idéaux politiques de Carl Schmitt avant 1933. Mais après l'arrivée de Hitler au pouvoir, évidemment, Schmitt va très rapidement et totalement adapter son discours, reconfigurer son discours, pour se mettre au service du national-socialisme. Donc il y a ça aussi, ça sera éventuellement l'objet d'un débat, mais ce n'est pas au centre, loin de là, de notre soirée, une césure dans le parcours de Schmitt, puisque des piliers de son discours, à savoir un antilibéralisme foncier, et cette vision décliniste de l'histoire disparaissent en quelque sorte avec l'avènement d'Adolf Hitler au pouvoir. Il n'y a plus de raison de critiquer sans cesse le libéralisme allemand. Hitler, donc, en revanche, la tendance qu'il avait montrée durant la République de Weimar à légitimer les coups de force contre la légitimité institutionnelle se renforce encore. Il est, donc, je l'ai déjà dit, immédiatement absolument fidèle au national-socialisme, dénonce les intellectuels qui quittent l'Allemagne, qui partent à l'exil, soutient l'antisémitisme le plus virulent, y compris celui de Streicher, donc, la forme la plus basse de l'antisémitisme. Il célèbre l'assassinat de Röhm et de son ancien allié politique Kurt von Schleicher, le 30 juin 1934, durant la nuit des comme l'expression du plein pouvoir juridique du Führer Hitler. Les lois racistes de Nuremberg de 1935 sont qualifiées par lui de constitution de la liberté, Verfassung der Freiheit. Et en 1936, il publie un article intitulé Die deutsche Rechtswissenschaft im Kampf gegen den jüdischen Geist, donc les sciences juridiques allemandes dans leur combat contre l'esprit juif. Alors même si, après 1936, son influence en tant que théoricien du droit nazi diminue considérablement, il justifie en 1939 la politique territoriale nazie par une théorie de l'espace. Cette dimension géopolitique, où le discours de Schmitt se charge de métaphores telluriques et spatiales,
est également une évolution assez typique des intellectuels issus de la révolution conservatrice. Le point de ralliement premier était donc un antilibéralisme appuyé. Ce genre de métaphore tellurique et spatiale se retrouve après 1933, également chez Martin Heidegger, par exemple, alors que vous ne le trouvez pas du tout avant 1933. Ce genre de réadaptation du discours et cette obsession géopolitique est quelque chose qui est très typique des milieux intellectuels allemands, du moins ceux qui ont choisi de rester en Allemagne. Après 1945, Schmitt est emprisonné, interné, et on lui interdit définitivement d'enseigner. Il va obtenir une chaire. Il ne s'excusera jamais de son affiliation à la guerre. Au contraire, il garde un ressentiment profond, qui est l'un des Movens intellectuels de Carl Schmitt. Il relativise l'extermination des Juifs d'Europe. C'est un réflexe intellectuel fondamental de la droite et de l'extrême droite allemande après 1945. La relativisation. Et son antisémitisme persiste. On en trouve de nombreuses traces dans sa correspondance. Son influence sur la vie intellectuelle allemande après 1945 reste cependant profonde. On vient le voir dans sa retraite et on lui écrit. Ses deux écrits les plus influents d'après-guerre sont Le Nomos de la Terre en 1950, qui constitue une réflexion sur la territorialité de la loi, dans son évolution historique, et La théorie du partisan en 1963, sur les limites de la légalité du conflit armé. Schmitt meurt à 93 ans, en 1985, et encore une fois, laisse des œuvres posthumes assez considérables, et également un ensemble de correspondances de plus de 19 000 lettres. Alors pourquoi dès lors aborder Schmitt aujourd'hui ? Ce parcours biographique est quand même extrêmement sombre, dans un débat en plus intitulé « Droit et démocratie », sans doute et certainement à cause de l'actualité de Carl Schmitt, une actualité peut-être un peu inquiétante. Elle est double, une actualité que je qualifierais de passive et une actualité que je qualifierais d'active. Alors l'actualité passive réside dans une certaine actualité de ces textes mêmes. C'est le cas des deux traductions présentées aujourd'hui. Je ne rentre donc pas trop dans le détail, on aura l'occasion justement d'en débattre. L'actualité active de Schmitt sera d'ailleurs également sans doute abordée, je me contente de l'esquisser. Les théories de Schmitt ont en effet influencé des acteurs essentiels du monde contemporain. En tant qu'historien des idées, on ne peut que constater l'impact profond du théorème de la sécularisation, par exemple. Donc Schmitt est sinon à l'origine, mais l'un des exposants les plus importants. La notion de décisionnisme, également reprise par Karl Lewitt, reste un outil important pour juger de cette période-là. Nous avons quasi nécessairement été influencés par l'histoire des concepts de Reinhard Koselleck, qui était un proche de Schmitt. Et la thèse selon laquelle Walter Benjamin n'est en réalité rien d'autre qu'un schmittien de gauche est ancienne. Quand je l'ai entendu la première fois, il y a 20 ans, on me disait déjà qu'elle était ancienne. Mais ce qui fonde encore plus son rôle de notre temps, c'est son influence sur les intellectuels critiques de l'ordre existant. Il est une figure majeure pour Alain de Benoît, fer de lance de la nouvelle droite européenne. On retrouve Schmitt chez certains penseurs de l'alt-right états-unienne, comme Paul Gottfried. Je ne parle même pas de l'affiliation avec Léo Strauss, qui est un autre débat. Et on peut aussi mentionner pour la Russie Alexander Dugin, qui s'appuie également sur les textes de Carl Schmitt. De l'autre bord du spectre politique, on retrouve Schmitt chez Giorgio Agamben, qui reprend et modifie sa notion d'état d'exception, à ma voisine qui en parle aussi, et Chantal Mouffe, qui reprend l'opposition schmittienne entre démocratie et libéralisme, pour plaider pour un pluralisme agnostique. Voilà, donc c'était vraiment un tableau très vaste, évidemment, très pluriel, mais j'insiste encore une fois sur le fait que Schmitt n'est pas un pur phénomène historique. Ces textes restent, je le répète, fascinants, et ce sont des textes très convaincants. Quand moi-même j'ai commencé à lire Schmitt il y a 20 ans, je trouvais ces textes moins convaincants que je les trouve de nos jours. Ce qui pose la question de savoir si nous vivons dans une époque plus schmittienne actuellement qu'il y a 20 ans. Pose. En tous les cas, ce pouvoir de fascination des textes de Schmitt se dégage de ces textes, se dégage également des deux traductions que j'ai eu le plaisir de lire pour préparer cette soirée. Et je trouve que les lecteurs français ont de la chance de pouvoir aborder les textes de Schmitt dans une traduction commentée et annotée et proprement introduite, parce que le lecteur allemand, lui, n'a pas cette chance-là. Les éditions schmittiennes sont souvent assez
direct, sans note, et de ce fait-là, d'un abord extrêmement délicat, alors que, encore une fois, nous avons la chance, et vous avez la chance, de pouvoir accéder à ces textes-là, outre l'original allemand, si vous le lisez, par le biais de ces traductions prudentes et particulièrement bien formulées. Alors, j'en arrive maintenant au point d'introduire nos trois spécialistes de Schmitt. Je commence peut-être par Ninon Granger, qui enseigne la philosophie politique à l'Université de Paris 8 et au Nouvel Collège d'études politiques. Elle participe également à l'ANR Parabeno sur la transgression en temps de guerre, en tant que responsable de l'axe sur la transgression et le sacré. Ses recherches portent sur le conflit, les états d'exception, le fictionnalisme et le réalisme, la mémoire collective, les temporalités politiques. Et ces domaines de compétences sont vastes: philosophie grecque et romaine, époque moderne, philosophie politique contemporaine et esthétique. Elle vient de publier un ouvrage sur l'état d'exception, l'urgence et l'effroi, l'état d'exception, la guerre et les temps politiques. Je saute les nombreuses publications de Ninon Granger. Je signale simplement que va paraître cette année encore Günther Anders et la fin des mondes chez Garnier, qu'elle dirige avec Pierre-François Moreau et Frédéric Ramel, oui, 2020. J'en arrive à Rainer Maria Kiesow, qui est professeur de droit et directeur d'études à l'EHESS. Il est directeur du centre Georg Simmel, recherche franco-allemande en sciences sociales. Ses thèmes de recherche sont l'histoire, la théorie et la philosophie du droit, le droit privé, droit et littérature, relation du droit avec des sciences voisines. Donc, tout ce qui touche au droit et plus. Les ouvrages récents de Rainer Maria von Kiesow sont cette traduction qui nous réunit aujourd'hui, donc Loi et jugement, une enquête sur le problème de la pratique du droit, qui est paru cette année, 1919, alors que le texte même de Schmitt date de 1912. C'est l'un des premiers grands textes, enfin, c'est le premier grand texte de Carl Schmitt. Il a également publié sur la fabrique de la loi en Allemagne entre 1860 et 2010. L'ouvrage s'appelle Conseiller le législateur et date de 2014. Et donc là aussi, je passe un tout petit peu ces nombreuses publications pour en arriver à Augustin Simard, qui est professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal et chercheur associé au Centre canadien d'études allemandes. Ses recherches portent sur l'histoire de la pensée politique au XIXe et XXe siècle, avec un intérêt particulier pour le thème de l'État administratif. Il est auteur d'un ouvrage sur Carl Schmitt et les débats constitutionnels de l'entre-deux-guerres. Je l'ai ici. Qui est paru en 2009 aux éditions de la MSH. Il a aussi écrit sur les juristes allemands en exil, sur le constitutionnalisme post-1945, sur Albert Dicey et sur le libéralisme français. Il prépare actuellement un ouvrage sur le juriste Otto Kirchheimer, je crois aussi dans la continuité, et sur la critique du droit. Il est co-directeur de la collection Pensée allemande et européenne aux presses de l'Université de Montréal. Voilà, donc j'ai présenté nos trois intervenants. Et si vous n'avez rien contre, j'aimerais bien lancer le débat en parlant précisément de la pratique de la traduction et de la pratique de la traduction de textes schmittiens. Je ne sais pas qui veut commencer. Ah bon, d'accord, merci. Je ne savais pas que j'avais cet honneur. Merci à Daniel Meyer pour cette présentation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. D'abord, je dois dire toute mon admiration pour l'exercice redoutable auquel s'est livré mon collègue Rainer Maria Kiesow. Traduire dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, c'est un exercice extrêmement périlleux. Vous parlez de double interprétation dans votre préface. Je pense que c'est un défi qu'on mesure pas facilement. Je me rappelle ici d'un ancien professeur, Reinhard Rochlitz, qui avait pratiqué cette même épreuve, en fait, et qui en parlait avec beaucoup d'humilité, en disant, au fond, que si c'était à refaire, il ne le ferait pas. Voilà. Et donc, à chaque fois à chaque phrase, à chaque paragraphe, je me disais, je mesurais l'assaise à laquelle vous êtes livré pour réussir à nous produire cette traduction. Je poserai la question, oui, c'est difficile de garder le microphone à bonne distance. Par en haut? Plus fort, d'accord. Pourquoi traduire Schmitt aujourd'hui?
Et je pense que c'est la grande question de notre soirée. Je commencerai par une observation. Je pense qu'il y a eu une époque, peut-être au moment où j'ai commencé ma thèse de doctorat en 2000, où il y avait un certain parfum de scandale autour de Schmitt et où finalement les éditeurs commerciaux, enfin les éditeurs, les grands éditeurs pouvaient être intéressés par ce parfum de scandale qui, après tout, allait profiter, allait produire des ventes. Je pense qu'on atteint une autre, en français en tout cas, on atteint un autre niveau dans la traduction de Schmitt. On regarde ces dernières années et c'est plutôt des maisons d'édition universitaires qui ont pris le relais. Je pense à les éditions de l'EHSS, de la MSH. On avait évidemment la théorie de la Constitution au PUF. Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs bonnes raisons pour traduire Schmitt. Je vous donnerai d'abord les miennes et puis j'essaierai de parler un peu des raisons de Rainer Maria Kiso, enfin telles que je les décrypte. Mon idée en rendant disponible l'égalité et légitimité, donc un texte de 1932, un texte écrit dans l'urgence, un texte écrit à l'été 1932, au moment où au niveau de la dislocation de l'ordre constitutionnel et a atteint un niveau un point de non-retour, c'était en fait étrangement de rendre Schmitt commensurable, de le déspécifier, de le rendre un peu moins exceptionnel, justement. D'essayer de retrouver chez Schmitt un document dans ce texte-là, l'égalité et légitimité, un document historique qui témoigne d'une inflexion qu'a pris le discours de la doctrine et de la théorie constitutionnelle au début des années 30, à l'épreuve des différentes crises économiques et politiques qui affectent l'ensemble comme ce qu'on a appelé les démocraties occidentales. Et mon pari était d'essayer de retrouver finalement, de réinscrire Schmitt dans un courant beaucoup plus vaste, un courant doctrinal qui n'est pas limité à l'Allemagne. On peut penser à des juristes comme les juristes réformistes français de la fin de la Troisième République, Mirkin Getsevich, Barthélemy, Giraud. On peut penser à des juristes anglais comme Lasky, comme Jennings. Il y a un texte de Lasky qui ressemble beaucoup à l'égalité et légitimité, qui s'appelle Constitution in Crisis. Tout ou Frankfurter à la même époque aux États-Unis, lors des conflits entre Roosevelt et la Cour suprême. Donc toute une inflexion, j'allais dire, de la doctrine constitutionnelle qui abandonne progressivement les grandes constructions systématiques, les grandes constructions théoriques, les grandes architectures de concepts pour se concentrer, disons, sur une conscience très aiguë de la crise. Vous avez parlé tout à l'heure de criséologie, de crise, et une dévalorisation des concepts hérités de la tradition du constitutionnalisme, j'allais dire, classique. Et donc, c'est ce que j'essayais la traduction de Schmitt, telle que je la concevais, s'inscrivait dans ce cadre-là. On peut retrouver, essayer de réinscrire Schmitt dans ce courant de réflexion ou d'inflexion de la doctrine constitutionnelle, au-delà, en quelque sorte, de la simple réception germano-centrée de Schmitt. Donc, en un sens, c'était le dégermaniser, en quelque sorte. Ce qui veut dire, concrètement, que j'adoptais une perspective externe sur Schmitt. Et j'ai toujours défendu cette perspective-là. Je pense que Schmitt, pour moi, en tout cas, est un document historique, un document intéressant, mais quelque chose qui documente un développement qui l'excède largement. Et du coup, ça explique, je pense, un certain nombre de partis pris de traduction que j'ai adoptés dans mon travail, qui était j'allais dire, prendre des libertés. J'ai pris beaucoup de liberté avec je faisais équipe avec un autre traducteur, mais on a pris beaucoup de liberté avec le texte de Schmitt, dans la mesure où si on allait de manière très littérale, le texte ne sonnait pas très bien en français. On n'avait pas l'élément de dialectique qu'il y a dans le texte allemand, à la fois des passages extrêmement savants, extrêmement techniques, extrêmement développés et des espèces d'envolées stylistiques très fortes. C'était très difficile à rendre directement en français. Et nous avons, disons, puisque ce que nous essayions de faire, c'était de replacer Schmitt dans un contexte plus large, on a choisi
de rendre, pas seulement finalement rendre ce que Schmitt voulait dire, mais ce qu'il voulait faire avec les mots. Et pour cela, il fallait forcément aller pencher un peu plus du côté de l'effet en français que de la fidélité au texte allemand. Et j'assume tout à fait ce parti pris. Ça a supposé certains choix, notamment en termes de langage spécialisé du droit constitutionnel. Je donne un exemple de Gesetzvertretende Verordnung, les ordonnances suivant la loi. Ça n'a pas de signification vraiment en français. On savait qu'en utilisant le vocable décret-loi, on interprétait. Mais il nous semblait que ça produisait effectivement l'effet que Schmitt tentait de rendre compte en utilisant ce vocable-là. Et je mentionne ça parce que je sens que en lisant la traduction de Rainer Maria Kiesel, que nous avons je ne dirais pas un désaccord, mais je pense qu'on a des perspectives très différentes sur le travail de traduction. Je vous cite simplement juste un petit passage qui est révélateur. Dans notre avertissement des traducteurs, qui est toujours quelque chose de très difficile à écrire parce qu'il faut mesurer chacune des phrases, nous avions dit que il semble important de rendre le texte plus accessible possible aux lecteurs francophones de manière à faire sentir le mouvement indistinctement conceptuel et polémique qui est à l'œuvre. Cette approche exige de prendre quelques libertés par rapport à la lettre. Dans l'avertissement du traducteur de Rainer Maria Kiesel, on lit cette phrase-ci, afin de ne pas tomber dans la paraphrase en prenant quelques libertés, entre guillemets, avec le texte. On n'a pas cherché à alléger outre mesure les lourdeurs phraséologiques que l'on peut y rencontrer ici et là. Et je dirais que nous, à l'inverse, on a tenté des éliminer autant que possible, afin de rendre le texte un peu moins rugueux, mais un petit peu plus situable, ou à moins de rendre le dialogue possible avec d'autres textes qui, à notre avis, parlaient le même langage sur le plan de la rhétorique et sur le plan stylistique. Et il fallait établir ça dans un premier temps. Et j'aurais tendance à dire que, à moins de vouloir faire comme le Pierre Ménard du Borges, la paraphrase est inévitable en traduction, surtout lorsqu'on traduit un texte d'intervention. Comme ce texte de 1932, où, au fond, comme je le disais, il faut rendre ce que le texte voulait dire, mais également ce qu'il voulait faire. Je pense que, bon, Rainer Maria Kiesel va pouvoir nous parler de son projet plus en détail, mais je pense que tu as une perspective qui est assez différente sur le texte, sur la traduction, en partie parce que je pense que ton projet intellectuel ou la perspective que tu jettes sur l'œuvre de Carl Schmitt est beaucoup plus interne. Tu tentes de retrouver le moment fondateur, si on veut, du décisionnisme, de la méthode décisionniste de Schmitt, la genèse interne, en quelque sorte, de la pensée de Schmitt, la pensée de Weimar. Je ne crois pas que les deux perspectives soient absolument incompatibles. Je pense que chacune est légitime que chacune est légitime à condition de bien comprendre le projet intellectuel qui porte chacune de ces perspectives. Et en condition aussi de rester conscient, et ça j'insiste, que toute traduction a vocation à être refaite, à être amendée, à être réécrite en fonction des projets intellectuels qui animent le traducteur. Et il n'y a pas plus révélateur, au fond, lorsqu'on fait de l'exégèse ou lorsqu'on lit des monographies, de voir la fameuse note en bas de page, traduction amendée. Ça peut toujours être vu comme une espèce de mépris ou j'allais dire, là j'ai seulement le terme anglais, de double guess. C'est-à-dire qu'on a l'impression de vouloir corriger la traduction du traducteur. Pour avoir déjà fait ce genre d'exercice-là, je peux vous dire qu'il y a des moments où c'est simplement qu'on veut faire dire quelque chose à cette phrase-là, que on réussit pas avec la traduction dont on dispose, mais pourtant, ce qu'on veut le faire dire est bel et bien là. Et donc, d'où l'importance justement je crois, de bien assumer le fait que toute traduction est subordonnée à un projet intellectuel interprétatif plus large et qu'on n'en a pas fini avec les traductions de Carl Schmitt. J'aurais d'autres interventions, mais je pense qu'on pourrait continuer sur cette question des principes de traduction si vous ne voulez pas d'inconvénients. Non? Merci beaucoup.
Alors d'abord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors peut-être, alors d'abord pour dissiper tout malentendu, il n'y a aucun désaccord entre nous. Alors bien sûr, mais il n'y a pas de confrontation du tout. Je vais peut-être alors concernant la traduction et ensuite concernant d'autres aspects de Carl Schmitt. Peut-être je vous raconte juste un petit moment pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait et dans quel embarras ou joie, parce qu'il y a toujours les deux, ça m'a mis. Donc Carl Schmitt, vous avez bien compris, c'était un salaud. Alors, pour être clair, donc c'était un des plus grands salauds du XXe siècle. C'était certainement le juriste le plus salaud du XXe siècle. Et là, je dirais même au niveau, disons, international. Bien sûr, il y a aussi des Italiens qui étaient des salauds, des Français, etc. Mais Carl Schmitt a certainement là, du coup, comment dit-on, gagné le palmarès de la salauderie, je ne sais pas comment on dit. Et donc, c'est un peu compliqué, du coup, en 2017 ou 18, quand j'ai commencé, 17 plutôt, de travailler sur, et pas seulement de travailler sur, bien sûr on travaille sur des salauds, ça c'est notre, disons, travail quotidien si on veut, mais de traduire, donc de donner la parole à ce salaud. Et je dis salaud, pas pour rien, parce que son antisémitisme était vraiment quelque chose qui, dès le début, l'a marqué jusqu'à sa fin. Donc, de donner la parole à ce salaud dans une autre langue, donc de le faire peut-être encore plus connaître, justement, pas seulement d'une manière secondaire, mais d'une manière primaire, bien qu'elle soit traduite. Mais bon, de l'autre côté, j'avais eu toujours de la joie de lire Carl Schmitt. Et alors, pas tout Carl Schmitt, alors notamment pas, par exemple, le texte de 1934 dont Daniel Mayer auquel elle a fait allusion, der Führer schützt das Recht, donc le Führer protège le droit, certainement un des textes aussi, si on veut donner les palmarès, bon, c'est pas notre truc, mais des textes les plus horribles qui soient en droit. Donc c'est... Mais dès le début, quand je me suis penché sur Schmitt, donc quand j'étais étudiant, je trouvais son style remarquable. Je trouvais cette mise en opposition des concepts, ces mots en guerre, ça m'a fasciné, faut le dire. Moi, je trouvais, parce que je suis juriste, donc les juristes, d'abord, ne sont pas des intellectuels. En tous les cas, en France, on ne pense pas tout à fait que les juristes sont des intellectuels. En Allemagne, c'est un tout petit peu différent, mais peu importe. Donc les juristes, c'est toujours aride, c'est bureaucratique, c'est justement subventionnel, c'est logique. Donc, c'est une prison. La pensée juridique, c'est en fait une pensée en prison, pourrait-on dire. Et donc, Carl Schmitt, c'était tout à fait différent. C'était spectaculaire, c'était vivant, et c'était littéraire, parce que il ne faut pas oublier, Carl Schmitt, c'était dès le début et jusqu'à la fin aussi un littérateur, si on veut parler comme ça. Il a écrit des nouvelles, des pièces de théâtre. Il a écrit toujours, il était toujours, disons, au bord de la science, si on veut, la science juridique, politique, et l'art. Donc c'était quelque chose qui m'a fasciné. Et j'ai eu je sais pas, par un professeur que j'ai eu en deuxième année des études à Francfort, et il nous a dit, il a fait justement la théorie constitutionnelle, ou les théories du droit constitutionnel plutôt, pendant la République de Weimar. Et là, du coup, j'ai lu Schmitt, c'est quand même très beau texte de l'égalité et de son légitimité. Et notamment, j'ai lu donc à cette époque, et ça c'est pour moi c'était une révélation, Gesetz und Urteil, donc loi et jugement. Donc j'ai fait la traduction là sur mon exemplaire de l'époque, avec plein de notes d'étudiants, c'était assez marrant. Bon, je ne suis pas si vieux que ça, mais c'était quand même assez marrant de se pencher, de se baigner de nouveau dans ces notes d'étudiants.
Et quand je l'ai relu, et je l'ai relu à plusieurs reprises, et après, bon, il y a 20 ans, je ne l'ai plus lu, hein, et là, je l'ai relu, bien sûr, pour la traduction. Et je dois dire, ça n'a pas, bon, déjà à l'époque, ça n'a pas vieilli, et encore, ça n'a pas vieilli. En fait, si vous êtes juriste, et je parle bien des juristes, hein, si vous êtes juriste, il n'y a pas matière, pas manière, pas de possibilité de ne pas lire ce texte, parce qu'il dit tout. Et quand je dis tout sur cette relation cruciale, fondamentale, entre loi et jugement. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, loi et jugement? Ça veut dire rien d'autre que la relation entre politique et droit. Ou, si on inverse, entre droit et démocratie, donc notre thème aujourd'hui. Hein, parce que ce que Carl Schmitt explique, et explique d'une manière... Il a 23 ans quand il publie. Enfin, c'est déjà son deuxième livre. Hein. C'est pas du tout sa thèse. Sa thèse, il a publié un an avant, d'ailleurs, en droit pénal, sur la culpabilité, sur les manières de concevoir la culpabilité en droit pénal. Donc, dans son premier grand texte, alors son premier livre, pour ainsi dire, hein, était déjà un commentaire de sa vie entière, hein, jusqu'à 1985. Et donc sur la culpabilité en droit pénal, comment on peut la concevoir. Hein. Donc loi et jugement, ça ne veut dire rien d'autre que, et Carl Schmitt l'explique, que cette relation, dans une certaine mesure, n'existe pas. Alors, je ne peux pas vous expliquer tout ça, mais si vous lisez aujourd'hui ce texte, et si vous lisez après ou avant, hein, mais je vous conseillerais de lire après, Force de loi de Derrida. Vous allez penser, peut-être, à ce que moi j'ai pensé, qu'en fait, Derrida, bien qu'il ne le cite pas, que c'est une sorte de ressucé. Parce que Carl Schmitt déchire, comme il fait d'ailleurs toujours. Hein. Carl Schmitt, c'est un déchireur, c'est quelqu'un qui met des frontières, hein, qui draw a distinction, hein, et une qui est bloody, qui est cruelle, hein, souvent. Hein. Donc, pour lui, cette affaire, notamment, je ne vais pas parler maintenant des généralités, je ne vais pas parler des Français, hein, mais des juristes français, plus ou moins dans leur tradition, hein, montesquieuarde, hein, ou montesquienne, je crois qu'on dit, hein, cette frontière qui n'existe pas, qui ne devrait pas exister, hein, justement en France, parce que la politique prime toujours sur le droit. C'est la politique ici, donc c'est la loi, c'est le légicentrisme, etc., etc. Hein. Donc c'est le fait que, en fait, le juge devrait avoir le moins possible une marge d'appréciation concernant l'interprétation de la loi. Carl Schmitt, qui lit beaucoup les Français, qui est déjà à 23 ans, et une figure, disons, alors pas une figure, hein, mais un penseur, disons, hein, international au sens qu'il lit tout. Hein, c'est incroyable, ces notes, quand vous le regardez, ce qu'il a engrangé, hein, de la pensée qui existait à l'époque, hein, dans l'histoire. Hein. Donc lui, il casse ce couple loi et jugement. Et au profit, justement, pas de la loi, donc pas de la politique, ce qu'il fera, mais ça se discute, hein, peut-être plus tard. Moi, je dirais pas, parce qu'il change complètement, parce qu'il est plus décisionniste, dans une certaine mesure. Hein. Ou disons le décisionnisme, le fameux décisionnisme qu'on attache toujours à Carl Schmitt, hein, en fait, il se réduit énormément, et s'est réduit à une seule personne, hein, et c'est le fameux Adolf Hitler. Hein. Mais en 1912, on n'est pas encore là, donc il casse la loi. Alors, c'est pas qu'il casse la loi, mais il casse la relation que la loi puisse avoir avec un jugement, donc avec le juge, on va dire. Hein. Et c'est le juge qui devient, pour ainsi dire, le maître du jeu juridique. Et ça, c'est quelque chose... je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, mais je trouve que c'est parce que toi, tu as parlé d'une perspective un peu interne. Il ne faut jamais oublier. Alors, vous
faites ce que vous voulez, hein, quand vous lisez Schmitt, bien sûr, hein, mais je trouve, je ne peux pas dire c'est réducteur, hein, mais c'est dommage, disons, hein, de ne pas prendre en compte que Carl Schmitt est avant tout et d'abord, et il était toujours, hein, bien qu'il ne voulait pas l'être au début, hein, juriste. Et donc il explique historiquement, théoriquement, logiquement, sociologiquement, bien qu'il n'a pas des mots assez durs pour les sciences sociales, hein, bien qu'il les lit toutes, hein, Max Weber, Georg Simmel, etc., hein, Durkheim, tout ça, il connaît très 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 bien. Hein. Donc il fait quelque chose qui revient justement à la même chose que voilà, la même phrase, ou deux phrases, disons, hein, deux concepts, deux conceptions, plutôt deux idées, hein, pas tout à fait originelles du coup, hein, ou originaires, hein, de Derrida, c'est-à-dire d'un côté la loi est loi parce qu'elle est loi, c'est le fondement mystique de l'autorité. Il n'y a pas d'autre raison pourquoi sommes-nous ici, suivent la loi. On suit la loi parce que c'est loi, c'est tout. Donc, c'est ce fameux fondement mystique de l'autorité que déjà Montaigne a formulé. Et de l'autre côté, du côté du jugement, il ne se laisse décider que l'indécidable. Donc, ça revient à la même chose quand Carl Schmitt dit en fait, on ne peut pas donner une réponse substantielle, essentielle à la question primordiale en droit, c'est-à-dire quand est-ce qu'une décision est-elle correcte. Ça, en fait, tout ce livre, hein, il répond uniquement à cette question-là. En disant à la fin, disons, hein, une décision n'est pas, il exclut toute, disons, la philosophie juridique, si vous voulez, ou du droit, hein, un millénaire, hein, où il était toujours question de lier la décision du juge, en espèce, à la loi. Il évacue toutes ces formes traditionnelles de toute possibilité d'une herméneutique, parce que ça veut dire ça en fait. Hein. Il n'y a plus d'herméneutique possible, hein. Il n'y a plus d'interprétation possible. Alors, bien sûr, elle est toujours possible, elle est toujours là, bien sûr, mais elle ne mène à rien, parce que tout à fait d'une manière derridienne, une décision est correcte quand un autre juge aurait pu, dans le conditionnel, se loge toute la, disons, aporie, hein, de cette formule, hein, quand un autre juge aurait pu décider de la même manière. Donc, la rectitude, pour ainsi dire, de la décision loge dans un avenir totalement incertain. Et j'arrête avec, juste pour vous montrer comment, de quelle manière c'est extrêmement juste. Encore une fois, c'était le plus grand salaud, hein, d'accord, hein, c'est pas la question. Hein. Alors, c'est aussi la question, hein, quand on parle de... on peut aussi parler de Polonsky, si vous voulez. Hein, mais, bon, alors, donc, cette manière de désubstantialiser le droit, de fixer la décision uniquement sur le décideur, c'est ça ce qui reflète
la situation, si vous voulez, sociale, mais pas sociale au sens couche sociale, mais disons la situation, donc le situé, si vous voulez, qu'on peut, c'est pas qu'on peut rencontrer, qu'on rencontre toujours dans un procès, c'est-à-dire la confrontation, pas de l'ami et ennemi, mais dans une certaine mesure quand même, donc des deux parties. Il y a toujours, alors, plus ou moins, c'est pas toujours vrai, mais en général, c'est vrai. Il y a deux parties. Et comment pourrait-on oser de penser qu'une partie a tort, disons de A jusqu'à Z, d'emblée, et l'autre raison? Les deux qui sont devant le juge ont un avocat. Cet avocat, il a fait les mêmes, quatre, peu importe, on a même formation, éducation, etc. C'est la même loi qui régit. Donc, le juge, est-ce que c'est le juriste qui est meilleur que les avocats? Ou est-ce qu'un des avocats, c'est un nul parce qu'il a perdu son procès? Donc, vous voyez bien que dans cette triangulation, fameuse triangulation, qui a donné tant d'écrits, parce que si on veut ajouter encore quelqu'un dans cette liste, on pourrait parler aussi de Pierre Legendre, par exemple, mais bref, on voit bien qu'il n'y a pas de substantialité, de vérité, donc de justice, avec un grand J, possible. Il y a juste la décision, qui sera d'ailleurs démentie, peut-être, peut-être pas, dans les instances qui suivront. Et avec cette structure basique du droit, qui, encore une fois, ne doit pas être confondue avec la loi. La loi, c'est la politique. De nos jours, c'est la démocratie, dans nos latitudes. Donc, en droit, on est confronté à un avenir toujours ouvert. Et la scène dans laquelle cet avenir se joue, c'est le procès. Et là, avec ça, j'arrête vraiment, avec cette mise en situation que Carl Schmitt nous présente, il reste profondément, et dans une certaine mesure inéluctablement, excusez-moi, moderne, pour ne pas dire atemporel. Excusez-moi. Bon, pour la traduction, juste pour encore un mot sur la traduction. Bon, vous voyez bien que je n'ai pas français. C'était un peu compliqué. Mais de l'autre côté, je me suis toujours dit, au moins j'ai compris ce qui était écrit en allemand. Il faut toujours se dire ça, parce que j'ai aussi fait alors normalement, j'ai déjà traduit. Par exemple, le dictionnaire critique de Bataille, Léris et compagnie, dans les années 20. Mais là, du coup, c'était du français dans l'allemand. Et combien de fois j'étais pas sûr, pas sûr, alors on n'est jamais sûr, bien sûr, mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire en fait, En allemand, bien sûr, là aussi, il y a toujours des variantes. Je ne vais pas maintenant dire dans ma traduction, mais là c'est essentiellement et substantiellement vrai, ce que je comprends. C'est comme la loi. Bien sûr, il n'y a aucune rectitude là-dedans, mais substantiellement. Mais quand même, j'étais sûr de comprendre de la manière dans laquelle moi je le comprends. D'une manière subjective, je savais ce qui était écrit là. Ce qui n'est pas le cas quand on traduit d'une langue qui n'est pas la sienne. Et donc l'aridité, comment dit-on, l'ardeur, disons, ou oui, c'est vrai, le texte est un peu aride, c'est sûr, mais du coup,
Il faut faire avec les juristes. Hein. Les juristes sont arides, hein. C'est comme ça. Hein. Peut-être pour faire une transition, à savoir que là nous avons parlé de ce problème de... Oui. Si je peux juste faire une remarque sur le Gesetzesvertretende Verordnung. Ceux dans la salle qui ont la nationalité française le sont en vertu d'une Gesetzesvertretenden Verordnung. Et ça s'appelle ordonnance en français. Et si vous regardez, enfin, chacun de vous qui est français, est en vertu d'une ordonnance de Gaulle du 19 octobre 1945. Et ça on a changé cette loi, on a modifié à plusieurs reprises. Simplement, au début, de Gaulle l'a fait avec sa plume, il a rayé le chapitre 1er du Code civil Napoléon et a complètement créé une nouvelle loi sur la nationalité. Et malheureusement, la plupart des Français ne le savent pas. Donc, c'était une Gesetzesvertretende. Il était chef provisoire du gouvernement, il a fait une ordonnance et cette loi est toujours valable aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette précision qui soulève le problème d'ailleurs effectivement de la compréhension du texte allemand et de sa transposition en français. C'est-à-dire qu'il y a toujours la Constitution de la Ve République connaît toujours les ordonnances. C'est plus réduit, simplement, en fin de compte, si ça ressemble légèrement à ce qu'il y avait dans la République de Weimar. Oui, mais se pose néanmoins le problème de l'équivalence qu'avait soulevé Augustin Simard, à savoir est-ce que dans l'intention de Schmitt, il y a un équivalent à la notion d'ordonnance. Mais ça, c'est encore une autre question. De toute façon, il y en aura encore beaucoup, j'imagine, mais je voulais quand même donner la parole à Ninon Granger, puisque on a vu assez rapidement comment le rapport au texte qui se réalise chez Rainer Maria Kiesel et chez Augustin Granger, en premier lieu dans la traduction, est aussi, enfin je veux dire, là, voilà, c'est ce qui nous réunit ce soir, est aussi un rapport de compréhension du texte et de mobilisation de ce texte-là. Et en d'autres termes, tous les deux nous ont un peu raconté comment ils en sont arrivés à Carl Schmitt. Et je voudrais poser cette question à vous aussi. Après, vous aurez peut-être aussi des questions à poser aux deux intervenants. En fait, comment j'en suis arrivée à Carl Schmitt, ça va être assez transparent avec les questions que j'ai à poser aux traducteurs, dans la mesure où, évidemment, les traducteurs, comme vous l'avez dit de manière différente l'un et l'autre, ont une compréhension du texte, une compréhension de la langue, ont aussi un projet. un projet intellectuel et là, effectivement aussi une interprétation des concepts de Schmitt. Alors évidemment, moi j'ai abordé Schmitt pas par la traduction, pas par le droit, mais par la philosophie, ce qui est assez répandu et qui en même temps est toujours un peu paradoxal dans la mesure où vous l'avez bien dit. Schmitt ne s'est absolument jamais considéré comme un philosophe et tenait absolument à être considéré comme un juriste. Alors, ça n'est pas le seul problème qui se pose à la lecture de Schmitt et à sa parole, et à la foi qu'on doit ajouter à ce qu'il dit comme ça dans un premier temps. Et je dois dire qu'en philosophie, on ne s'embarrasse pas, en tout cas, d'autant de littéralité. Alors, je suis très heureuse d'avoir cette traduction française dans les mains et cette traduction d'une discussion critique très, très brillante de Schmitt concernant la loi et le jugement, la conformité à la loi, la détermination du jugement, et vous l'avez dit finalement, les relations entre droit et politique. Et là, avec la question politique, c'est comme pour la philosophie, il l'écarte, mais moi j'ai l'impression quand même qu'elle revient quand même très 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 vite. Alors, je voudrais aussi, je vais finalement rebondir sur un peu tout ce que vous avez tous les trois dit, et notamment sur la question que vous avez dit, est-ce que nous vivons une époque particulièrement schmittienne? Alors je ne me risquerai pas à faire un diagnostic, pour utiliser un terme schmittien, sur l'époque, mais c'est vrai que la question
de schmittien, sans aller jusqu'à dire être schmittien, qui donnerait une connotation trop existentielle, voire métaphysique à cette question, et surtout pour ne pas dire politique, bien sûr. Il y a toutes les précautions que l'on fait d'ordinaire sur Carl Schmitt, mais vous n'avez pas hésité à parler d'époque schmittienne, même en termes d'éventualité. Et c'est-à-dire que c'est toujours intéressant parce que dès lors que on s'intéresse à Carl Schmitt, qu'on lit Carl Schmitt, qu'on le commente ou que l'on s'en sert, c'est vrai que c'est toujours étrange de se dire je suis schmittien, alors qu'évidemment, je ne me considère pas comme étant de son bord politique. Alors, avec ce texte-là, moi, ce que je trouve très beau finalement avec cette apparition dans la langue française de ce texte, c'est que, alors vous l'avez bien dit, c'est pas un texte que l'on peut dire un texte de jeunesse. Alors, il est jeune, bien sûr, il est très jeune, mais comme vous l'avez dit, il y a déjà tout. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a même peut-être plus dans ce texte-là que dans beaucoup de textes ultérieurs de Carl Schmitt. Donc, en ce sens, on ne peut pas vraiment dire que c'est un texte de jeunesse. C'est un texte que je dirais aussi, et vous l'avez dit, d'avant les cataclysmes. Et il y a aussi cet intérêt-là d'avoir un texte qui date de 1912 et d'avoir une vision de la pensée de Schmitt qui, justement, n'est pas... comme elle l'est constamment rapportée à ses écrits de 1930, les écrits terribles, et puis toujours cette question de savoir si il y a une rupture ou s'il y a une continuité dans la pensée de Schmitt à partir de 1933, si son adhésion au nazisme, en gros, était déjà dans sa philosophie avant texte avant 1933. Donc on est toujours assez vite ramené à cette question-là. Et moi, je trouve qu'il y a évidemment une fraîcheur avec le texte de 1912 qui est vraiment très, très agréable, finalement, même si c'est un texte extrêmement dense. Et votre présence là, en tant que traducteur du texte de 1912 et de celui de 1932, avec l'égalité et légitimité, je trouve, dessine un arc dans la philosophie de Schmitt qui est intéressant, qui justement dépasse ces questions toujours assez rebattues. Et donc, il va de 1912 à 1932, on a pile 20 ans, avec au milieu, alors selon que l'on veut parler de l'un ou de l'autre, avec au milieu soit théologie politique, soit parlementarisme et démocratie, selon la perspective qu'on adopte. Et on voit bien, et du coup, le texte de 1912 est clair dans son ton, dans son registre, dans ses enjeux, autrement ces textes-là et ces textes ultérieurs. Et évidemment, avec la grande question de... vous avez vraiment parfaitement montré quel était l'enjeu de la réflexion de Schmitt, le commencement de réflexion sur le droit. Reste ensuite la question du politique. Alors moi, ce qui m'a frappé aussi dans ce texte, et qui, à l'évidence, était souligné par le traducteur, c'est que, évidemment, il y a là une dissertation presque. Alors, c'est pas un texte académique, mais il y a, vous incitez, un aspect extrêmement rhétorique qu'affectionne Carl Schmitt. Il y a aussi beaucoup d'audace, ne serait-ce que dans les faits très, très condensés de ce texte. Moi, j'y ai vu aussi de la provocation. Il y a énormément de provocation dans ce texte. Alors, on sait que Schmitt n'était pas à ça près, mais vraiment là, simplement sur la question du droit, la question de rapport entre loi et jugement, il est provocateur. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a quelque chose qui m'apparaît comme une sorte de discours de la méthode dans ce texte et que je ne retrouve pas tellement dans les textes suivants. Il insiste sur la manière de poser le problème, finalement. C'est ce qu'il fait pendant quand même 3 parties avant d'en arriver vraiment à une thèse proprement dite qui lui soit personnelle. Alors évidemment, on pourrait dire qu'il détruit les thèses existantes pour amener la sienne, mais il y a quand même cette idée de poser le problème
reposer le problème pour éviter les faux problèmes. Et ça, c'est vraiment une perspective de méthode qui est très intéressante, qui fait l'aspect rhétorique de la chose et qui également fait comprendre ces passages que moi j'ai trouvé assez éclairants sur une sorte de désamorçage logique de la logique elle-même dans le texte de Schmitt. Alors, au-delà des positionnements par rapport à, vous l'avez dit, les sciences humaines, la sociologie, la psychologie, etc., il me semble que, effectivement, dans ce texte, comme il cite beaucoup les auteurs, et je trouve que lorsqu'il s'intéresse à l'aspect logique du droit, enfin de ce que l'on pense être le droit et qu'il va le détruire, il me semble que ça c'est vraiment intéressant. Alors, évidemment, moi j'ai tendance à lire aussi Carl Schmitt parce que j'ai travaillé sur l'état d'exception. Et là, il y a quelque chose qui se joue dans le texte de Schmitt et également dans ce que vous dites, parce que le traducteur prend la parole dans ce texte. C'est très manifeste. Vous assumez une forme de parole subjective, précise, et c'est une forme d'honnêteté assez incroyable, aussi bien dans votre présentation que dans la traduction proprement dite. Et malgré le nouveau commentaire que vous proposez de la fameuse phrase de Carl Schmitt sur la souveraineté et l'état d'exception dans Théologie politique, vous abandonnez finalement le problème de l'exception et vous considérez que ce n'est pas un problème chez Carl Schmitt. Que toute exception, alors évidemment, Carl Schmitt, juriste, toute exception étant un cas, il n'y a même pas lieu finalement d'opposer le normal, la règle et l'exception. Alors ça, évidemment, c'est assez frappant. Alors on comprend très très bien ce que vous voulez dire. Et en même temps, alors qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas tellement la question, mais il y a aussi une belle mise en perspective, je trouve, avec l'égalité et légitimité, où on voit, il me semble, une sorte... vous avez parlé d'aridité tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que de 1912 à 1932, il y a une forme de devenir âpre des concepts de Carl Schmitt, qui se veulent plus percutants, plus effectifs, plus en phase évidemment avec le contexte politique, historique et la participation qu'il a en 1932 avec le coup de Prusse, etc., à ces événements. Et j'ai l'impression, alors je suis étonnée de dire cela, mais comme une sorte finalement de léger appauvrissement des concepts en raison de cette âpreté et de cette volonté de participer au débat intellectuel comme à l'action politique proprement dite. Et du coup, ça, je lis autrement ce qui se passe, notamment, enfin ce qu'il dit de l'état d'exception dans l'égalité et légitimité, puisque finalement, ça deviendrait presque un peu plat, c'est-à-dire que l'état d'exception, c'est ce qui dégage un champ d'action dans votre traduction, avec suspension des droits fondamentaux, de la propriété, bon, tout ça qui est assez, quand on dit Schmitt, on attendrait peut-être plus de foisonnement et d'originalité, mais du coup, voilà, c'était une belle mise en perspective de cette question de l'état d'exception. Et alors, la question évidemment centrale, parce que l'état d'exception n'est pas central dans ce texte-là. En revanche, la décision, bien entendu, elle est absolument cruciale. C'est le noyau de ce texte et il permet
d'alimenter la recherche ou les interrogations sur la question du décisionnisme. Et c'était intéressant de vous écouter tous les trois, parce que le décisionnisme qu'on a l'habitude d'attribuer à Schmitt pour finalement décrire, presque schématiser un peu ce qu'on doit appeler quand même sa pensée politique, n'était pas du tout, n'avait pas la même valeur dans vos trois discours. Et ça me semble vraiment intéressant, parce que moi, je pense à peu près comme vous, que le décisionnisme ne décrit pas adéquatement, complètement la pensée politique de Schmitt, et notamment à partir, on va dire, post-année 30, allez, pour être très très large. Très large. Et ne pas rentrer dans des débats trop précis. Et alors, le traducteur, dans sa présentation, et l'intervenant, là, aujourd'hui, a cité bien sûr Derrida, et force de loi. Et, en fait, vous avez cité force de loi ici, mais dans votre présentation, vous citez les questions de traduction par Derrida. Et notamment au moment... Alors, quand vous parlez, justement, alors ça c'était une petite question, mais d'un usage étrange des temps par Carl Schmitt, qui pouvait, justement, dans la traduction plus littérale que lorsqu'on se permet quelques libertés, semblait donner un effet d'étrangeté, en fait, que moi je n'ai pas retrouvé, en fait. Ça m'a pas choqué, cet usage des temps. Donc j'aurais voulu avoir des précisions vraiment de traduction. Mais la question des temps, elle apparaît comme ça, de loin en loin. Enfin, elle apparaît dans ce texte de Carl Schmitt, notamment quand il fait allusion à Bentham, et que il fait une sorte de variation très derridienne sur ce que c'est que l'expectation. Et ça, voilà, j'aurais voulu avoir votre sentiment sur cette question de l'usage des temps et d'une certaine perspective sur le temps. Alors évidemment, force de loi, on a l'impression d'un commentaire masqué de ce texte sur l'indécidabilité, ou en tout cas pour une partie de force de loi. Et une autre question au traducteur, parce que Derrida, effectivement, il reprend la question de... Alors, lui, c'est la question de l'indécidabilité, hein, plus précisément, mais ce que Schmitt exprime en termes de richtig, présentation, en fait, Derrida, lui, il le passe du côté du juste. C'est-à-dire que c'est cette traduction-là. Et du coup, on n'est plus dans cet ordre de pensée que vous assumez en disant, en choisissant cette traduction par correct, ou bien en hésitant un peu avec exact, finalement. Donc, quand même, Derrida, il reprend ça dans une réflexion sur la justice et la force. Alors, justement, la question de la décision. Si on laisse un peu de côté le décisionnisme, la décision, pour Derrida, donc, prend sa source dans de loi, prend sa source dans l'indécidable en dénouant l'indécidable. Alors, il reprend l'idée que visiblement conteste Carl Schmitt d'une décision qui tranche. Carl Schmitt, il le dit dans ce texte, c'est pas tranché. Mais en même temps, Derrida reprend cette question avec ces termes en disant que la décision, ça n'est pas une oscillation, ni une tension, mais que c'est une expérience. L'expérience, justement, il est impossible de décider. Alors, évidemment, il tire du côté de la déconstruction, voire d'une contradiction métaphysique. Mais moi, ce qui m'a frappé en relisant finalement les textes en parallèle, c'est la question de l'invention, et de l'invention de la règle, qui est ainsi révélée dans le texte de Derrida, et du coup, qui pourrait donner une autre compréhension
de cette notion de décisionnisme. Bon, une compréhension beaucoup moins nazie, on pourrait dire, du décisionnisme. Et il y a une radicalité dans le texte de Derrida qui, par retour, montre le texte de Carl Schmitt de 1912 comme n'étant pas si décisionniste que cela. Si jamais il l'a été, ou il faudrait dire plutôt si jamais il le sera après 1912. Et autre chose qui m'a absolument frappée dans la confrontation de ces textes et de votre présentation, c'est que l'indécidable, sous la plume de Derrida, et finalement ça traverse aussi le texte de Carl Schmitt, l'indécidable, c'est un fantôme qui est logé dans toute décision. Alors évidemment, pour revenir à mon sujet, Derrida il fait le lien direct entre indécidabilité de la décision, si on peut dire, et l'état d'exception, l'urgence, l'état d'exception. Ça, quand il évoque le moment de folie de la décision, c'est aussi pour aller vers la question de l'état d'exception. Donc voilà, ça, je trouve que ça éclaire, même si ça complexifie, la question du prétendu décisionnisme de Carl Schmitt et finalement une forme de cohérence dans son propos, mais qui n'est pas là, finalement, où on l'attend la plupart du temps. Donc voilà, moi, j'ai d'autres questions, mais pour rebondir sur ce que vous avez dit. J'aurais beaucoup de choses à dire en vérité, mais en l'occurrence le débat est assez peu schmittien, on est quand même assez d'accord. Mais néanmoins, oui, absolument. Nous faisons confiance au public pour. Oui, sur cette question enfin, moi, ce qui m'a frappé par ailleurs en lisant, bon, je l'avais lu au moment de ma thèse de doctorat à Gazette Urteil, mais ce qui m'a frappé, c'était de le voir introduire avec tout l'enthousiasme avec lequel tu l'introduis, en disant, et d'entendre me dire que c'était finalement le texte de Schmitt, et je suis d'accord. En fait, c'est un texte qui comme le mentionnait Ninon tout à l'heure, on sent une certaine générosité, sérénité peut-être davantage que dans les textes de la période de Weimar. Et c'est quand même fascinant de voir Schmitt discuter véritablement dans les notes en bas de page avec sur des débats qui impliquent beaucoup de gens. La plupart du temps, Schmitt a tendance à inventer ses propres débats et à pas beaucoup discuter dans les notes en bas de page, à simplement lancer 2 ou 3 remarques cryptiques en notes en bas de page. Là, on a des notes en bas de page extrêmement étayées où passent Stammler, Weber, Simmel, Kantorowicz, Hermann Kantorowicz, Eugen Ehrlich, Radbruch, etc. Ce qui fait que autant ce livre est intéressant, autant il est, en un sens, il est beaucoup plus dans l'air du temps, en quelque sorte, dans l'air du temps intellectuel. Il participe véritablement du débat sur ce qu'on pourrait appeler de manière très grossière et inexacte le réalisme. Donc l'école du droit libre, l'école du droit vivant, etc., où on a d'un côté la question de l'indécidabilité qui est posée, c'est-à-dire l'indétermination des matériaux juridiques, ce que les Américains vont appeler le rule skepticism. Et de l'autre côté, cette idée que le droit, partant de là, n'est quand même pas un chaos. Il y a de la régularité, il y a de la contrainte, il y a de la Richtigkeit, de la rectitude, comme vous dites. Et il faut rendre compte de ces régularités-là d'une autre manière que simplement comme le faisait la doctrine traditionnelle en fonction d'un système de règles, de fonctions, en regardant plutôt ce qu'on pourrait appeler les règles de l'art, c'est-à-dire la artificial reason of law, la raison artificielle du droit telle qu'elle est incorporée par
corps de juristes, un corps collectif de juristes, ou ce qu'on peut appeler des lawcraft, un artisanat juridique. Et en ce sens-là, oui, c'est un discours de la méthode, en un sens. Et c'est assez frappant. J'ai beaucoup aimé votre expression, c'est assez frappant. Mais ce que je trouve étonnant quand on prend ce texte-là, c'est à quel point, finalement, il se distingue assez peu, à quel point il converge tout à fait avec ce que les réalistes américains vont dire dans les années 30. Moi, en lisant ça, j'ai beaucoup vu le texte de Jerome Frank, Law and the Modern Mind. Il y a énormément de passages qui pourraient être quasiment repris par Jerome Frank, notamment sur le rôle de la doctrine, qui n'est plus de justifier les décisions, mais de permettre aux juristes, aux juges, ici aux magistrats, une sorte d'autoréflexion sur sa pratique, une reconquête du sens de sa pratique, etc. Jerome Frank le dit en termes psychanalytiques, mais on pourrait dire qu'on a à peu près le même type d'injonction dans le texte de Schmitt. Et en ce sens-là, ça m'amène finalement à un exercice de ce que Ninon a appelé tantôt tout à l'heure de l'uchronie, c'est-à-dire est-ce que finalement Schmitt n'aurait pas pu, s'il n'y avait pas eu autre chose dans son développement intellectuel, est-ce qu'il n'aurait pas pu être un réaliste, au sens de Kantorowicz, ou au sens de Lulin, ou au sens de Frank? Et peut-être que finalement, il y a quelque chose qui va le détourner de cette compréhension, j'allais dire, profondément juridique et judiciaire de la décision, et qui va l'amener, qui va lui faire parcourir l'arc que vous avez décrit là, de 1912, 1922, 1932, 33, etc. Je pense qu'il y a vraiment, et là je pense que tout le monde en est d'accord, il y a un glissement d'un décisionnisme ou d'une décision qui est envisagée en termes intrinsèquement juridiques ou judiciaires vers un décisionnisme qui devient de plus en plus un motif global, existentiel, philosophico-politique, et qui demanderait d'être interrogé pour ce qu'il raconte sur Schmitt, mais aussi est-ce qu'on peut faire abstraction de ce décisionnisme-là pour revenir vers le texte de 1912 en le prenant comme étant finalement du Schmitt, ou est-ce que... moi, je me demandais simplement, je vais vous dire de façon tout à fait candide, je me disais, bon, si je l'enseignais à mes étudiants, je suis toujours à la recherche de textes en français sur le réalisme, j'ai de la difficulté, je me disais, est-ce que je pourrais prendre un chapitre de ça et donner à mes étudiants en disant, voici un texte qui finalement va vous dispenser de lire Jerome Frank, mais je me disais, oui, mais il faudrait que je leur dise de ne pas rien lire d'autre de Schmitt. Parce qu'après, effectivement, ce décisionnisme-là se transforme. Voilà. Juste pour une dernière petite chose, pour marquer à quel point les choses se transforment, on a dans Loi et Jugement une description extrêmement fine de l'indétermination. Bon, on l'avait dit, l'indécidabilité, l'indétermination de la décision, du caractère, l'indifférence par rapport au contenu, et la critique de la mécanique de la subsomption. En 1931, Schmitt va sortir un ouvrage qui s'appelle Der Hüter der Verfassung, qui est une tentative pour justifier le rôle du président du Reich comme gardien de la Constitution. Et tout le premier chapitre de cet ouvrage, c'est une disqualification du juge constitutionnel, au motif que le jugement judiciaire n'est que subsomption. Le jugement judiciaire n'est que subsomption mécanique. C'est pourquoi on ne peut pas confier à des tribunaux le rôle de défendre la Constitution, parce que la décision à l'origine de la Constitution est une décision existentielle et doit être assumée par un individu, le président du Reich. Donc là, on a un renversement complet de l'argument de 1912. Voilà, c'est ce que je voulais mentionner pour essayer d'enrichir ou de dialectiser notre débat. Oui, merci. Alors, je vais pas, impossible de répondre à toutes ces questions. Surtout, vous êtes venu aussi pour parler vous-même. Hein, alors, on n'est pas ici au cinéma, hein, donc au théâtre. Hein, donc, on va peut-être, je sais pas, aussi laisser un peu la parole à la salle. Hein, mais je vais juste peut-être dire quand même 2-3 mots. Hein, alors. Peut-être un mot sur la question de Derrida et la question de la décision, l'indécidabilité. Alors, je ne vais pas répondre, mais je vais vous faire une suggestion de lecture en fait. Hein.
pour pouvoir comprendre cet arc dont il est question ici, entre, disons, on pourrait dire autrement, avant-guerre, alors 1912, alors disons les années 10, pour ainsi dire, et les années 30 et 40, qui est un très bel exercice de lecture poétique, c'est pas de comparer, parce que comparer, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais d'affronter, ou tout simplement de lire, disons, deux textes de ces deux époques. Et le premier, c'est la colonie pénitentiaire de Kafka, et le deuxième, c'est le droit romain n'est plus. Le droit romain n'est plus, j'imagine que personne ne sait ce que c'est. C'est un petit texte que Louis Aragon a écrit plus ou moins dans le Maquis. Donc, le droit romain n'est plus, où il est justement question d'un juge allemand dans le sud de la France, et qui juge justement, notamment les Juifs, qui sont sa prédilection. Et à la fin, donc, les résistants le prennent et vont l'emporter sur les sentiers et vont procéder à leur jugement à eux. Et je ne vais pas vous dire plus, mais si vous confrontez ce genre de décision de ce juge qui s'appelle Lüttwitz Randau, très beau, disons très parlant en allemand, mais c'est Louis Aragon qui l'a inventé, et l'officier, si vous confrontez donc Lüttwitz Randau, von Lüttwitz Randau, et le fameux officier dans la colonie pénitentiaire qui est marché après la mort du commandant, cette machine qui inscrit les jugements sur le corps des condamnés. Là, vous avez tout le spectre, disons, de la décision, où on voit peut-être aussi que la décision, finalement, n'est pas abandonnée, même pas par Carl Schmitt. Deuxième remarque, donc concernant, je sais pas, disons moi, je dirais la question, du coup, parce qu'on est aussi un peu pour là, parce que ça s'appelle, comment ça s'appelle, droit et démocratie, donc la question politique, pour ainsi dire, et droit, ce qui est juste une traduction de ce titre. Il faut, je crois, jamais oublier que le droit, alors quand je distingue avec Carl Schmitt, avec les réalistes, avec déjà ceux qui ont fourni, sans le savoir, parce qu'ils étaient déjà morts, le matériel pour le digeste du droit romain. Donc, tous ceux donc, qui ne croient pas, pour ainsi dire, à l'application de la loi. Le droit romain, ce n'est pas une loi. Le droit romain, c'est un assemblage des opinions des juristes qui étaient déjà longtemps morts, dans le digeste en tout cas, quand l'empereur Justinien a commandé la compilation de ces opinions. Donc, si on ne croit pas, ou on a abandonné la croyance à la loi, donc aux politiques, on est d'accord, à travers les siècles, parce que c'est pour ça, bon, je ne vais pas rentrer dans ces discussions, il y a une très belle discussion à faire là-dessus concernant la notion du, comme on dit en allemand, Unrechtsstaat. Donc, est-ce que ça existe, est-ce que ça a existé, un état du non-droit, ou d'un droit injuste. La traduction est compliquée. Ça ne veut pas dire, cette distinction radicale entre loi, jugement et droit et politique, ça ne veut pas dire que le droit n'est pas politique. Bien sûr, il est éminemment politique, mais il n'est pas politique au sens d'un ordre légal. Il n'y a pas d'ordre légal. Mais le droit est éminemment politique parce que les juges, ou pour dire autrement, les juristes
communiquent entre eux, donc qui forment ce qui est le droit. Parce que le droit, c'est rien d'autre que la communication sur la question est-ce que quelque chose est légal ou illégal. Point. C'est tout. Pas d'autre définition. Alors pour moi, en tout cas, hein, après on peut aussi croire en Dieu, hein, mais si on reste disons, sur Terre, hein, il n'y a que ça. Hein. Et donc, parlant de manière plus large des juristes, hein, il est clair que les juristes, quand ils communiquent, quand ils parlent, sont des hommes politiques au sens ancien, très ancien déjà. Hein. Et bien sûr, les jugements eux-mêmes, ça dépend un peu des cas, hein, mais même la question d'avoir, dit-on, excédé la limite de vitesse prévue par le panneau et du coup par la loi peut être politique, notamment quand vous roulez en Allemagne, hein, où il n'y a pas de limitation de vitesse, hein, en général. Hein, donc même là, mais en général, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est pas quelque chose. C'est quelqu'un qui décide. Et ce quelqu'un, et pas d'une manière, disons, simple, comme ça, hein, à des opinions politiques. C'est pas parce que je suis de droite ou de gauche que je fais des jugements comme ci ou comme ça. Hein. Toutes les études sur les juges des cours suprêmes dans le monde entier ont montré que c'est pas toujours le cas, et vraiment pas du tout toujours le cas, que les juges, soi-disant conservateurs, soi-disant de gauche, hein, d'une manière mécanique, suivent leurs opinions politiques. Donc, la politique devient quelque chose de, disons, personnel, avec des effets, bien sûr, généraux. Et ça, c'est donc dans peut-être ce retournement un peu de la question du politique qui, du coup, quitte la sphère, pour ainsi dire, dans nos latitudes parlementaires, hein, où on ne parle plus de la question des lois, mais on parle plutôt de la question des convictions, encore une fois, qui ne sont pas appliquées, hein, ou mises en œuvre d'une manière mécanique. Hein. On pourrait employer un autre mot pour ça. Moi, je suggère ça depuis un certain temps. On pourrait parler aussi du caractère. Le caractère du juriste, le caractère du juge, la personnalité, si vous voulez. Le caractère, ça fait un peu bizarre en français. Hein. Mais le caractère, hein, donc tout ce qui est inscrit en nous, hein, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait certainement prendre beaucoup plus en considération. Et là, du coup, Carl Schmitt, bien qu'il ait écrit ce merveilleux petit livre, Loi et Jugement, est ce qu'il est, c'est-à-dire un salaud. Et à cause de cette caractéristique de salaud, ça, il faut quand même le voir, il a pu faire et faire vivre tous ces retournements de toutes sortes qu'il a fait, une fois décisionniste, après plus tellement, hein, après ami-ennemi, mais ça change aussi. Hein, et quand vous parlez des gens qui sont un peu proches de lui, hein, de nos jours par exemple, de nouveau la mode schmittienne peut-être, je sais pas. Hein, il ne faut pas même regarder aujourd'hui, il faut voir par exemple ses élèves dans ces séminaires privés, hein, à Plettenberg, hein, où on trouve des noms éminents, qui, pas encore à l'époque, c'était des étudiants, hein, mais qui sont devenus éminents dans la République fédérale d'Allemagne, hein, notamment, par exemple, un des plus grands, hein, peut-être le plus grand d'ailleurs, hein, président de la Cour constitutionnelle à Karlsruhe, Ernst Wolfgang Böckenförde, hein, qui était un socialiste. Voilà. Donc, Carl Schmitt, cette question du politique, c'est pas uniquement une question de gauche, de droite, quelque chose d'ordonné et mis en ordre en quelque sorte, hein, mais c'est toujours, disons, aussi quelque chose de personnel, et cette question du
personnel dans le politique est certainement quelque chose qu'il faudrait aussi aborder quand on parle de droit et politique. Ce n'est pas seulement the droit et the politique. Et on va donner clairement la... J'ai une question un peu tangentielle, mais elle va être très rapide. L'un d'entre vous a mentionné Léo Strauss, et dans la leçon de Carl Schmitt, Heinrich Mayer mentionne une annotation de Carl Schmitt selon laquelle ils auraient eu une rencontre ultérieure à 1932, donc postérieure au départ de Strauss pour la France puis l'Angleterre. Est-ce que vous avez connaissance de cette annotation ? Et connaissance, parce que Heinrich Mayer dit que c'est une annotation plutôt mystérieuse, parce qu'à sa connaissance, il n'y a pas eu de rencontre possible entre les deux, puisque Strauss était en France quand Carl Schmitt n'y était pas, puis ensuite il est parti en Angleterre. Donc est-ce que vous avez connaissance de cette controverse ? Enfin, c'est pas une controverse, mais cette question. Léo Strauss. Oui, mais je n'en sais pas plus que ça. Mais enfin, comment dire, qu'ils se soient rencontrés personnellement, enfin, qu'il y ait cette nouvelle rencontre ou pas, est secondaire par rapport à la correspondance. Donc, mais c'est pas. Donc non, désolé, j'ai pas d'éléments factuels à ajouter à ça. Oui, mais faites pas. Je voulais réagir sur votre explication, Madame Ninon Karan. Il s'agit pour moi surtout la question de l'état de l'exception. Et vous avez parlé aussi de l'invention de la règle, c'est-à-dire le droit est pas un ordre juridique. Et ça peut changer selon les personnes au pouvoir. Quel est le facteur arbitraire là-dedans? C'est-à-dire, on n'attend pas cet éternel état d'exception. C'est-à-dire, l'état d'exception se déclarer s'il y a la guerre, s'il y a un danger. Et il y a des États dans notre monde très actuel qui ont vécu des interminables années là-dessus. C'est donc un facteur que j'attribuerais beaucoup d'importance. Vous voulez parler du facteur de l'arbitraire dans la question de l'état d'exception ? Je ne pense pas avoir dit le contraire, et en ce sens, je serais, alors que là, pour le coup, ça n'est plus à la mode, je serais assez agambénienne de ce point de vue. Non, je réagissais simplement à finalement la question qui était avec panache abandonnée, évacuée par Rainer Maria dans sa présentation. Et d'ailleurs, cette question-là pourrait nous proposer un autre arc que celui que nous avons dessiné jusqu'à maintenant, de 1912 à 1932, en passant cette fois-ci par un texte que je connais très bien, en passant par la dictature. Et justement, sur cette question-là, vraiment de l'état d'exception, alors dans le sens de la dictature tel que le construit, enfin, dans le sens et dans le concept tel que le construit Carl Schmitt dans cet ouvrage-là, et le rapport entre l'état d'exception et l'état de siège, qui pour moi est absolument fondamental. Alors, la question de l'arbitraire, à mon avis, elle nous emmènerait vers d'autres généalogies que celle que propose Schmitt, que celle que reprend Agamben. Alors, je ne pense pas qu'on puisse rapporter la question de l'état d'exception à un ordre, même si on peut dire avoir des visions plus apocalyptiques en disant que l'état d'exception est devenu la règle. Mais en fait, là, ce n'est pas le propos, ni pour Carl Schmitt, ni pour une compréhension philosophique rigoureuse de l'état d'exception.
distinct de l'état d'urgence que moi je mets dans une acception plus juridique, là pour le coup, et rapporté à la question de l'état de siège. Mais il n'y a pas tellement de questions d'arbitraire qui se logent là. Et la question de l'ordre est finalement secondarisée par rapport à ce que je continue de considérer comme une grande question, à savoir moins la règle et l'exception que la norme et l'exception. Et cette substitution-là, elle est déjà problématique. Sur l'arbitraire, juste une petite intervention comme ça. Il me semble qu'il y a une chose intéressante dans la perspective que Schmitt déploie dans Loi et Jugement, puis de manière générale, là, je le dis tout le temps, là, mais de la manière générale dont les réalistes conçoivent les choses, c'est précisément de dire que l'indétermination ou l'indécidabilité, selon ce que vous préférez, ce n'est pas l'arbitraire. C'est-à-dire que ça devrait nous amener à penser que tout est arbitraire, mais ça, c'est dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, et c'est le 4e chapitre de l'ouvrage, Schmitt va me dire, mais but still, il y a un ordre, il y a une régularité, il y a une forme de prévisibilité. Les juristes, au fond, sont rarement surpris des décisions. Je veux dire, pourquoi? Parce qu'il y a de la richtigkeit, il y a de la rectitude, et cette rectitude-là, elle est finalement propre à un ethos collectif des juristes, un savoir-faire collectif, un mode de jugement des juristes, et tout ça pour dire qu'au fond, ce qui est intéressant et ce qui peut être embêtant de ce type de raisonnement-là, c'est qu'il évacue la question de l'arbitraire. Il n'y en a jamais d'arbitraire. Il n'y en a jamais parce que il y a tout le temps une régularité où la question de l'arbitraire devient pathologique, mais très, très marginale dans les décisions de justice, parce que pour poser véritablement la question de l'arbitraire dans sa pleine ampleur, je pense qu'il faut une compréhension normative du droit, ou une compréhension qui n'est pas une compréhension de la pratique, de la rechtspraxis. Parce qu'elle a tendance à faire de l'arbitraire finalement quelque chose de très, très rare, de très secondaire. Ce qui semble être arbitraire a priori, en réalité, s'inscrit dans une régularité. Et ce qui peut sembler étrange aux profanes, finalement, aux professionnels, aux juristes, à vous, et finalement, dans l'ordre des choses, voyons, on se doutait bien que la décision allait être celle-là. Alors, oui, tout à fait. Je voulais juste... je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a déjà assisté à un procès ou a été même, disons, je ne veux pas dire victime, hein, mais participant, pour ainsi dire, partie d'un procès. Hein. Alors, Augustin, je suis vraiment désolé, mais c'est lui qui a perdu, donc la moitié de tous. Alors, toute proportion gardée, ils vont dire que c'est arbitraire. Hein. Donc, alors je crois, Carl Schmitt, quand il évacue la question de l'arbitraire, mais pour une raison précise, parce qu'il n'est justement pas, et il réfute les idées de l'école du droit libre, bien qu'il ait souvent été assimilé à cette école, parce qu'il ne s'agit pas pour lui d'introduire la subjectivité. Il n'y a pas de subjectivité en droit. Alors, en tant que juriste, après, quand on fait des sciences sociales, on peut bien sûr relever qu'il y a quand même des côtés subjectifs, bien sûr. Hein, mais le droit est normatif, en effet, mais ne peut pas l'être. Ne peut pas l'être parce que la loi, encore une fois, donc la source normative par excellence, elle est détruite. Elle est détruite parce qu'il n'y a pas accès à la loi. En aucun cas. Il n'y a pas les quatre depuis l'Antiquité, les quatre modes classiques de l'interprétation ne nous mènent pas, déjà qu'il y en a quatre, ne nous mènent pas à quelque chose qui est tangible. Et encore une fois, il y a toujours un qui gagne, l'autre qui perd. Donc, non, la détermination
elle loge dans quelque chose de assez flou, mais qui n'est pas subjectif et qui n'est pas normatif non plus, mais qui est juste un fait, ou pour le dire autrement, une situation. Et c'est la situation qu'il est envisageable qu'un autre juge aurait décidé de la même manière. Et qui est cet autre juge? Là, il faut préciser. Et là, c'est exactement ce que Augustin vient de dire. Hein. Donc, c'est quelqu'un, pas avec un certain ethos. Moi, je suis pas très éthique. Hein, ethos, je sais pas ce que ça veut dire. Mais disons, il y a une formation du juriste classique européen érudit. Voilà. Pardon. C'est important de voir que le sous-titre du livre de Schmitt, l'objet du livre de Schmitt, en fait, c'est Rechtspraxis. C'est la praxis. Et si je ne veux pas faire des séparations grossières, mais je veux dire, ou bien il ne parle pas en termes de structure parce qu'il parle en termes de régularité pratique. Et je pense que ça laisse un peu de côté ce que vous attribuez à Heidegger ou à Derrida ou ce type où il y a une structure conceptuelle. Schmitt va plutôt parler d'une régularité pratique, et d'où mon choix du terme ethos, en fait, parce que c'est pas Schmitt qui l'utilise, on l'a utilisé de manière ad hoc ici. Sur cette question des juges dissidents, je pense que Schmitt nous serait conduit à dire qu'en fait, ils sont pas des juges. Ils sont pas des juges. Ça peut être des intellectuels qui interviennent de manière morale, etc. Mais dans la mesure où ils s'adressent pas à leurs propres collègues, ils sont pas des juges. Oui, mais qu'est-ce que le droit? Si le droit, c'est la pratique, hein, si vous vous situez en marge et que vous ne vous adressez pas, parce que la question importante aussi de Schmitt, c'est de savoir à qui s'adresse le juge. Il s'adresse manifestement pas à la personne qui est dans la salle puis qui va perdre son procès. Il s'adresse probablement pas à la partie qui a gagné son procès non plus. Il s'adresse à l'autre juge, à cet autre juge qui est dans la communauté, qui a été formé avec lui, etc., etc. Et en ce sens-là, si le juge qui dissident ne s'adresse pas à l'autre juge, mais oui, je suis d'accord. Oui. Mais en poussant le raisonnement extrême, ce serait de dire qu'il s'adresse à l'humanité, si vous voulez, il s'adresse à l'être moral, mais il ne s'adresse pas au juge. Dans la perspective, je peux dire ça. Exactement. Donc, je remercie tout le monde d'être venu, évidemment. Effectivement, on va voir. Donc, c'est le caractère informel de ces soirées-là. Célébrons-le.